Les choses du quotidien qui me foutent le cafard, vous allez trouver ça ridicule, mais déjà quand je vois ma tête dans le miroir, je me dis mon Dieu, je ne vais pas avoir mieux à leur proposer. Bon, les gars, si je vous demande de me faire, comme ça, au débeauté, un petit classement des écrivains contemporains les plus pourris et les plus médiatiques, il y a fort à parier que les mêmes noms vont ressortir encore et encore. Yann Moix, Bec Bédé, Christine Angot, Annie Ernaux, Raphaël Enthoven, Virginie Despentes et Amélie Nothomb. Et si j'ai déjà traité la quasi-totalité de ces besogneux gratte-papier option petite tambouille médiatique bien pensante, toute la presse s'accorde à dire que vous avez écrit le plus grand roman français du 21e siècle. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Force est de constater que votre hussard favori, c'est moi, a jusque-là laissé Amélie Nothomb tranquille. Seulement, moi, vous savez, je suis un peu comme un dragon qui dort et sur les moustaches duquel il faut mieux éviter de tirer. Et bah, devinez ce qu'a fait la mère Nothomb il y a pas longtemps, bah elle a fait ça. Je suis une génération désenchantée. Arrête. Osez me dire que ça n'appelle pas une sanction. Osez prétendre que je peux passer outre. Non, parce que c'est une chose de s'habiller comme une sorcière de Salem en route pour le bûcher de Torquemada, c'est une chose d'avoir l'addiction d'un chihuahua en plein choc glycémique, c'est une chose même de vous dire qu'on est écolo parce qu'on n'a pas d'enfant et que c'est un choix personnel, ce dont je doute fortement dans ce cas précis, soyons francs. Vous avez parlé du climat là à l'instant. Oui. Vous êtes écologiste, vous? Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de smartphone, ce qui est une manière comme une autre d'être écologiste. Je roule à vélo. Oh, eh ben voyons. Mais alors, les karaokés malaisants, là c'est trop. Il va donc y avoir une sanction, sabre au clair, on va charger dans le tas. Bienvenue dans l'autopsie la plus cinglante d'Amélie Nothomb et de son mythe littéraire. Si vous la prenez pour une simple et douce maboule un peu niaise et graphomane, vous allez voir que c'est vrai, mais qu'il y a beaucoup plus à creuser sur son compte, avec quelques infos assez éclairantes à la clé. Alors préparez-vous pour un bombardement de punchline qui ferait passer l'Irak de 2003 pour une destination touristique attrayante, et pensez à vous abonner en activant la petite cloche qui va bien, je compte sur vous, c'est important. Si, c'est important. Est-ce qu'Amélie Nothomb est abonnée? Non? Alors, vous voyez bien que c'est important. Et en parlant de choses importantes et pleines de sens, connaissez-vous les éditions Phénix? Il s'agit d'une maison française spécialisée dans les beaux livres d'histoire en édition prestige, avec format avantageux, dorure et finition soignée. En plus de donner un prestige phénoménal à vos bibliothèques, les ouvrages des éditions Phénix vous offrent la possibilité de vous replonger dans l'histoire de France à travers les plus grands classiques de l'historiographie. Que ce soit le Napoléon de Bainville, l'épopée des croisades de René Grousset ou encore le Clovis de Godefroy Courtes, tous les textes des éditions Phénix sont des incontournables de tout érudit qui s'intéresse un peu sérieusement à l'histoire. Et comme si ça ne suffisait pas déjà à vous motiver, sachez que les éditions Phénix reversent tous les ans une part de leurs bénéfices pour la restauration et la préservation du patrimoine, tout en faisant voter leurs lecteurs pour décider des projets à soutenir. En somme, acheter Phénix, c'est donc tout à la fois pimper votre lourde bibliothèque, vous cultiver avec des classiques indétrônables et préserver le patrimoine français. Franchement, elle est pas belle la vie? Alors, si vous hésitez encore, sachez qu'il y a en ce moment une promotion sur la nouvelle édition collector du Napoléon de Bainville. Le livre, magnifique, est à seulement 65 €. Couverture avec double gaufrage et dorure, feuille de garde à motifs personnalisés et une vingtaine d'illustrations dans le bouquin, c'est du très solide, foncé. Pour ce prix, c'est presque donné et la livraison est toujours à 1 centime en mondial relais. Alors merci aux éditions Phénix pour la sponsor, et puis générique. Ok, let's go. Il ne faut pas avoir peur. Bon, alors aujourd'hui je vous propose de procéder étape par étape, en partant du plus évident et en allant vers les petits secrets les plus sordides d'Amélie Nothomb. Et vous allez voir, des trucs de zinzolin, il y en a eu, mais il y en a eu. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Il y en a, hein. Il y en a. Mais n'anticipons pas. La première fois que vous avez dû croiser le personnage d'Amélie Nothomb, vous avez dû vous dire, sacré nom, par Jésus le Christ tout-puissant, quelle est donc cette abomination? J'ai envie de dire Starfoula. Et c'est vrai que d'un point de vue vestimentaire déjà, Amélie Nothomb est une vraie faute de goût qui mérite un casier judiciaire au tribunal de l'Inquisition. Clairement, y a rien qui va, et si Torquemada était encore de ce monde, je crois qu'on l'aurait déjà entendu craquer une allumette. Avec ses grandes robes et vestes noires, ses chapeaux qu'on dirait des prototypes de parachutes belle époque, et ses mimiques de petite gothique de 58 ans complètement sidérantes, le moins qu'on puisse dire c'est que l'adhésion franche et entière ne sera pas forcément au rendez-vous. Et puis, quand elle se met à parler mo. En fait, c'est simple, pendant longtemps, si je ne voulais pas faire de cours martial sur Amélie Nothomb, c'est aussi parce que j'avais la flemme de me fader une blinde de ses interviews pour me documenter en supportant sa voix tellement pas assurée et chevrotante que la chèvre de Monsieur Seguin elle-même pourrait lui servir d'orthophoniste. Non mais, je vous jure, il y a des moments, j'ai cru mourir de cringe. Des idéaux, des mots abîmés. Pas ça!
Est-ce que vous vous rendez compte des risques que je prends pour vous, là, juste pour vous divertir dans mes vidéos? Alors, faites pas les aptères et lâchez-moi un pouce en l'air, ce sera bien mérité. Le hussard, tu critiques le physique mais tu parles pas de ses idées. Tu es un pauvre droitard débile. Ok Titouan, alors, petit 1, on connaît tous le métier de ta mère, n'est strictement aucun doute là-dessus. D'accord? Voilà, c'est juste ça. Et petit 2, tu veux savoir ce que pense Amélie Nothomb? Bah, je vais te le dire, mais sois-en certain, rien de bien original. Madame est une militante écolo, mais elle aime bien prendre des bains, voyager à l'autre bout du monde et habiter entre Paris et Bruxelles, parce que le RP, réchauffement climatique, apparemment, s'arrête là où ça commence à vous coûter vraiment quelque chose. Madame vous dit que l'immigration est une chance et un processus inéluctable. On est dans un tel monde aujourd'hui qu'espérer réduire l'immigration, c'est une chimère. Maintenant, le monde est un espace dont les frontières sont imaginaires. Et il faut s'habituer à l'idée que c'est une richesse. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas, à part vous. Madame refuse toute technologie récente au point où si vous lui envoyez un mail, elle le fera imprimer puis le déchirera pour ne pas le lire. Si vous envoyez un mail à ma maison d'édition et si ma maison d'édition l'imprime pour me le donner, je ne le lirai pas. Je le déchirerai avant de le lire. Voilà. Allez, la bise à tout le monde. Et puis, bien sûr, dernière fantaisie en vogue, Madame se pique de tester toutes les drogues possibles jusqu'à essayer l'ayahuasca. Oui, l'ayahuasca. Vous savez pas ce que c'est? Alors, c'est très simple. En toute décontraction, l'ayahuasca est l'un des plus puissants hallucinogènes du monde, dont les clochards d'Amazonie se gavent durant leurs fêtes rituelles, ce qui explique peut-être pourquoi, quand Cortés a drifté sur le Yucatan avec ses galions d'éther gorgés d'espagnols pressés, l'Empire aztèque a perdu en 500 contre 5 millions avant la fin de la première mi-temps. Voilà. Alors bon, après on va vous dire qu'Amélie Nothomb n'aime que son petit thé noir pendant qu'elle travaille, mais comme vous voyez, thé noir ou ayahuasca, ça dépend des jours en fait. Donc à ce stade, si je récapitule, on a un look de gothique quinquagénaire bloqué dans une adolescence de meuf complexée éternelle, une diction plus insupportable qu'un courrier de la République française avec son logo bleu-blanc-rouge dégueulasse qui me donne envie de remettre un Bonaparte sur le trône dans les 20 minutes. C'est rapide, hein, je vous assure, c'est très très rapide. Et une série d'opinions bien pensantes teintées de New Age laborieux, où on se demande ce qui tient du réflexe de classe et ce qui relève carrément de la débilité légère. Ok, on peut donc le dire, ce bilan pue la crotte. Alors, vous me direz peut-être, aveuglé par la mauvaise foi qui caractérise les attardés mentaux et les communistes, mais ça revient souvent au même, on s'en fiche de ses propos dans les médias, que valent ses romans? Eh bah, on va voir ça ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mère Nothomb écrit tous les jours, en se levant, de 4 à 8 heures du matin, non-stop, dans ce qui ressemble un peu, pour les connaisseurs, au rythme de travail qu'avait le GOAT Balzac en son temps. Mais la conséquence de cette façon de faire, c'est que si Amélie Nothomb a publié à ce jour une grosse trentaine de romans, elle en a en fait écrit 4 fois plus. Oui, tous les ans elle finit non pas un, mais de son propre aveu 3 ou 4 manuscrits, et après elle choisit le meilleur, l'envoie à Albin Michel, qui est son éditeur depuis toujours, et Albin Michel, trop heureux de continuer à se faire des baloches 24 carats avec l'aide de leur névrosé préféré, ils acceptent presque toujours tel quel le manuscrit qui leur est soumis. Et oui, tel quel, parce que la mère Nothomb, apparemment, il n'y a pas moyen de lui faire bouger une virgule dans ses textes. Et ça, déjà, on peut le dire aussi, ça sent mauvais. Bah oui, parce que si vous ne le saviez pas, l'édition d'un livre, c'est aussi un processus de discussion entre un auteur et son éditeur, où le roman est passé au peigne fin, inspecté, sous-pesé, réécrit, amendé, modifié, étoffé, dégraissé. Ça s'appelle l'editing, et c'est normalement un aspect très important du travail éditorial. Par exemple, à la Giberne, ma propre maison d'édition, chaque roman, y compris ceux signés Mathias Kessler, ils sont relus de fond en comble 2 à 4 fois avant leur mise en page. Et parfois, ça bouleverse complètement un livre, en lui ajoutant des péripéties ou un dénouement inattendu. Pour ceux qui l'ont lu, sachez que la fin des Saints d'Esprit, qui vous a beaucoup plu, elle n'aurait pas du tout été la même sans un gros travail d'editing avec Jules Lacroix. Donc partant de là, quand un auteur refuse net toute modification de son texte, ça sent rarement bon, parce qu'aussi doué soit-il, il ne pourra jamais totalement se passer d'un regard extérieur et intelligent sur son travail. Alors bon, je m'attends pas à grand chose, mais voyons l'ampleur du carnage chez la mère Nothomb. Tenez, on va prendre Ni d'Ève ni d'Adam, un roman autobiographique qui se passe au Japon à la fin des années 80. Je cite: « C'était Rinry qui préparait les repas. Il cuisinait mal, mais mieux que moi, ce qui est le cas de l'humanité entière. Il eût été dommage que le somptueux électroménager de Christine ne servît à rien. Il servit à de douteux plats de pâtes qu'il appelait carbonara. Son interprétation de ce classique consistait à y incorporer toutes les variétés de matières grasses répertoriées en 1989 sur cette planète, et en quantité. Les Japonais cuisinent léger, c'est bien connu. Là encore, je n'exclus pas l'hypothèse d'avoir été le prétexte d'un défoulement culturel. » Bon, alors oui. Bingo, c'est archi ennuyeux. Ça m'a gonflé. Donc je suis vexé. Ce passage n'a rien à envier à du Christine Angot, c'est dire que là, en matière d'intérêt littéraire, on passe un brevet de spéléologie. Alors bon, ok, c'est un texte plus autobiographique qu'autre chose, on va donc en prendre un autre, plus intello, ça nous changera peut-être. Tenez, Hygiène de l'assassin, son premier roman paru en 92, et qui consiste en un long discours entre un prix Nobel de littérature et des journalistes pas au chômage. Qu'est-ce que ça vaut? Bien, monsieur Tache, comment expliquez-vous le succès extraordinaire de votre œuvre à travers le monde? Je ne l'explique pas. Allons, vous avez bien dû y réfléchir et imaginer des réponses.
Non. Non, vous avez vendu des millions d'exemplaires jusqu'en Chine et cela ne vous a pas fait réfléchir? Les usines d'armement vendent chaque jour des milliers de missiles à travers le monde et ça ne les fait pas réfléchir non plus. Bon, alors je crois que vous êtes fixés. Certes, Amélie Nothomb ce n'est pas aussi mauvais que Despentes ou Ernaud, mais bon, si on part du principe que vous n'aurez le temps dans toute votre vie que de lire un nombre restreint d'ouvrages, je vous conseille de passer outre cette semi-littérature de gare. Et je dis semi parce que contrairement à Despentes par exemple, Nothomb a une vraie culture classique, grecque, latine et biblique, qui transparaît dans ses bouquins. Par exemple, dans Soif, elle revisite la passion du Christ par les yeux du principal intéressé. Je représente le Christ. Je représente le Christ. Starfly Rabbi. Et en 2023, elle a publié un roman qui s'appelle Psychopompe, un adjectif qualificatif vraiment rare qui était attribué, dans l'Antiquité, à Hermès, le dieu des enfers. Psychopompe, ça veut donc dire qui conduit les âmes des morts dans l'autre monde. Voilà, de rien les gars, vous allez encore briller en soirée grâce à moi. Donc bref, tout ça pour dire qu'Amélie Nothomb est la preuve qu'étudier la grammaire de Bernanos et valider une licence de philologie romane ne sont pas des conditions nécessaires et suffisantes pour aboutir à l'écriture convenable d'un grand roman, ce qui est un peu déprimant dans un sens. Et en parlant de déprimant, il faut que je vous dise un truc. Et là, accrochez-vous, premier degré, c'est le moment où ça va pleurer dans les chaumières. Parce que jusque-là, on s'est bien moqué d'Amélie, de sa dégaine d'étudiante en L3 d'anglais et de ses romans finis à l'ayahuasca, mais si vous le voulez bien, maintenant, j'aimerais qu'on essaie de comprendre pourquoi elle est devenue comme ça. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver pour qu'elle se révèle aussi toquée? Et bah, spoilers, j'ai mené l'enquête et c'est horrible. En fait, ce que je ne vous ai pas dit depuis le début, c'est qu'Amélie Nothomb, elle vient de la famille des Nothomb, qui est apparemment une famille importante dans la politique belge depuis la fin du 19e siècle. Plutôt ancrée du côté de la droite chrétienne, les Nothomb ont occupé plusieurs postes importants dans le royaume de Belgique. Un de ses aïeux était ainsi ministre, tandis que son propre père, Patrick Nothomb, était un diplomate important du 20e siècle. Et où était-il diplomate? En Asie, et au Japon en particulier. Oui, avec sa dégaine de fonctionnaire ventru, on dirait un peu le cosplay belge de François Asselineau, je dois dire que ça m'amuse beaucoup. Nihongo mo hanaseru you ni narimashita. Demo, hon no skoshi dake. Pensez printemps, les amis! Mais ce qui est beaucoup moins marrant, c'est que durant l'été de ses 12 ans, alors que sa famille était en vacances au Bangladesh, la petite Amélie a été assaillie pendant une baignade par 4 gus de 20 ans qui ont... Enfin, vous voyez quoi. Je peux pas dire les termes sur YouTube, mais vous avez très bien compris de quoi je parle. Et cet événement, archi traumatique comme on le devine, il a déclenché chez elle une période d'anorexie, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à boulotter le moindre gyoza, au point où elle a failli y rester durant son adolescence. Et une fois qu'on intègre cet élément, tout s'éclaire je trouve. En fait, Amélie Nothomb n'est pas juste une demi-dingue maniaque de la grammaire avec un passeport triple tamponné à l'endroit du Japon. C'est une pauvre femme en convalescence perpétuelle après un traumatisme de jeunesse absolument innommable et tellement écrasant qu'elle n'en parlera qu'en 2017 au journal Le Monde, soit presque 40 ans après les faits. Alors, je pourrais m'acharner sur elle, tacler ses positions sur l'immigration au regard de ce qu'elle a vécu, ou ergoter longtemps sur ses petites manies un peu ridicules, comme le goût du champagne ou ses exercices de musculation à base de gants de toilette. Ne riez pas, c'est très sérieux. Je dois me créer là un muscle et pour ça, je tire sur un gant de vaisselle pendant 5 minutes par jour. Pendant 5 minutes par jour, je suis parfaitement ridicule à tirer sur mon gant de vaisselle comme ça. Grâce à quoi je me fais un petit muscle qui protège un peu mon épaule. Mais en définitive, j'ai même pas envie. Ce que je regrette vraiment dans cette cour martiale, c'est que contrairement à Christine Angot, qui n'a jamais eu et n'aura jamais une once de talent, on sent chez Amélie Nothomb une vraie intelligence et une vraie curiosité sur le monde, que ses névroses mal cicatrisées empêchent de s'exprimer. Non mais, dites-vous que son idole, à la fin de l'adolescence, c'était Marguerite The Chadès Yourcenar, la femme qui a écrit, entre autres bangers intercontinentaux, Mémoire d'Adrien et L'œuvre noire. En général, avec des modèles aussi robustes, il y a moyen de faire quelque chose. Je veux dire, là, c'est pas Jean-Paul Sartre et Marguerite Duras, hein, c'est du solide. Et pour notre plus grand malheur, ça n'a pas suffi, et si les productions d'Amélie Nothomb sont parmi les moins mauvaises que j'ai traitées dans un cours martial, l'ensemble n'est franchement pas digne de figurer au panthéon de la littérature mondiale. Et là-dessus, tous les petits comités consanguins des prix littéraires peuvent glousser comme ils veulent, malgré leur médaille en chocolat, il y aura à jamais un gouffre infranchissable entre Hygiène de l'assassin et La Chute, ou entre Métaphysique des tubes et Les Mémoires d'Outre-Tombe. Alors, plutôt que de lire du Nothomb, qu'est-ce que je peux vous recommander? Déjà, La Giberne. Vous connaissez la boutique maintenant, le lien est en description, et on a plein de bangers à vous recommander. Pour des rapports hommes-femmes apaisés, optez pour Jules Lacroix et Les Saints d'Esprit, un superbe roman qui vous plonge dans les méninges d'un séducteur assez déroutant. Sinon, si vous êtes plus brut de décoffrage, Les Noces de Terre, qui se passe dans l'Asie chère à François Asselineau, il vous attend aussi, juste à côté, et les avis des lecteurs sont franchement élogieux. Et puis bon, vous le savez, l'hydre jamais nommeur se tient aussi pas loin, en embuscade, prêt à ravir tous les amateurs de fantasy. En somme, passez faire votre marché, quels que soient vos centres d'intérêt, vous allez vous régaler. Et puis, en bonus, si vous aimez l'Asie, intéressez-vous à Malraux et à la tentation de l'Occident, dont j'avais parlé ici même il y a longtemps. Si vous aimez le Japon, intéressez-vous à Mishima, avec le pavillon d'or. Et si vous aimez les femmes stylées, intéressez-vous à Yourcenar, je vous mets quelques petits liens sympas en conclusion. Alors, heureux? Oui, donc conclusion.
Parfois, les apparences sont vraiment trompeuses. Derrière la mère Nothomb avec sa dégaine de McGonagall de chez Wish se cache en vérité une McGonagall de chez Wish, mais avec un lourd PTSD qui explique largement sa passion assumée pour le cosplay. Le plus triste, en définitive, c'est finalement que le petit Paris, poussé sans doute autant par ses réseaux familiaux que par son goût des névrosés bizarres, ait envoyé cette femme sur le devant de la rentrée littéraire au lieu de l'aiguiller vers les urgences psy les plus proches. Finalement, c'est plutôt eux qu'il faudra incriminer dans cette histoire. Bon, maintenant, ceci étant dit, mon verdict sera quand même... I came here because I have a huge problem of hating myself and for so many years, and I wanted to quit that. No. We are in France. We speak French.